La Turquie est-elle à un tournant de son histoire? Deux visions de ce grand pays, à la fois sur l'Europe et l'Asie, se sont renvoyées dos à dos en tout cas. La Turquie de Recep Tayyip Erdogan et la Turquie de l'opposant Kemal Kılıçdaroğlu. Avec nous pour en parler, Marie Gégaud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste au Monde, pour qui vous avez été correspondante longtemps en Turquie et puis à Istanbul, comme en première partie notre envoyé spécial Guillaume Villadier. Guillaume, première question pour vous. Quelle est l'atmosphère ce soir à Istanbul au lendemain de ce premier tour ? Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, Mohamed, deux camps, deux ambiances, avec d'abord chez les partisans du président Recep Tayyip Erdogan, passer la déception des premières heures de voir leur champion ne pas remporter une élection au premier tour pour la première fois. Passer cette déception, il y a une sorte de soulagement, de joie et même de sentiment de revanche par rapport à ces sondages qui a annoncé ces derniers jours la victoire au premier tour, du moins de Kemal Kılıçdaroğlu, le candidat de l'opposition, une victoire qui n'est donc pas apparue, c'est tout le contraire, avec cette large avance du président Erdogan. Donc sentiment de revanche, d'autant que ces sondages ont largement été repris par nous, journalistes étrangers. Donc une joie qui s'est manifestée dans les rues d'Istanbul, dans les quartiers traditionnellement acquis au président Erdogan hier soir, notamment à Kassim Pacha. Des gens ont fêté la victoire du président Erdogan comme si cette élection était d'ores et déjà remportée. Et puis de l'autre côté, par exemple ici, nous sommes ce soir dans le quartier de Kadıköy, sur la rive asiatique d'Istanbul. Ici, les gens ont voté à 80%, à plus de 80% pour Kemal Kılıçdaroğlu, un score important à la mesure aujourd'hui de leur déception. Déception, résignation, surtout chez les jeunes ici dans ce quartier qui disent que oui, la jeunesse, oui, les primo-votants, ceux qui votaient pour la première fois cette année, ont voté en masse pour le changement, pour Kemal Kılıçdaroğlu, mais beaucoup nous ont dit finalement ça ne changera jamais. Le président Erdogan a une large base électorale. Énorme déception aussi de voir que dans les zones du séisme, le président n'a perdu aucune voix, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Restez avec nous, Guillaume, on vous retrouve dans quelques instants. Marie Gégaud, je me tourne vers vous. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément la Turquie et qui nous regardent, on a du mal à s'y retrouver. Est-ce qu'il s'agit d'un échec ou d'une demi-victoire pour Recep Tayyip Erdogan ? Oui, c'est ça, c'est très inattendu. C'est à l'inverse de tout ce que les sondeurs avaient prévu, les analystes. Et donc, ce n'est pas une victoire, puisque pour la première fois de sa carrière, il ne remporte pas l'élection au premier tour. Les deux élections précédentes, là, il s'agirait de son troisième mandat. Les deux élections précédentes, en 2014 et en 2018, c'était fait dès le premier tour. Donc, ce n'est pas tout à fait une grande victoire. Néanmoins, comme l'a dit votre envoyé spécial, c'est étonnant parce que tant à la présidentielle, il fait quand même un bon score, 49,5, donc il lui manque très peu de voix. Il a surtout plus de 2 millions de voix d'avance sur son rival. Et ensuite, ce qui est encore plus étonnant, parce qu'on pensait que lui, il allait peut-être pouvoir réussir, mais son parti a un bon score finalement aux législatives. Mais comment expliquez-vous ces scores? Sur qui a-t-il pu compter? Sur les jeunes notamment? Sur les classes populaires? Pas tant les jeunes que probablement les classes populaires, les milieux conservateurs et ruraux des campagnes, et surtout les gens qui jouissent de subventions, voilà, vous avez une famille, par exemple, le père a une allocation handicapée, la mère a l'allocation femme au foyer, le fils a une bourse pour faire des études dans une école de théologie. Donc ça, c'est une pratique très très fréquente. Et pour l'opposition, Marie Gégaud, à l'inverse, j'ai envie de vous dire, je vous demandais pour Recep Tayyip Erdogan échec ou demi-victoire, cette fois-ci on a envie de vous dire, est-ce que c'est une petite victoire déjà ou est-ce que c'est... Non, c'est une douche froide pour l'opposition. Ah, douche froide. Oui, c'est une douche froide, oui, parce qu'ils étaient tellement certains, avec par exemple 8 sondages sur 10 donnaient Kılıçdaroğlu vainqueur dès le premier tour. Donc c'est quand même une surprise et il n'a pas beaucoup, il a quand même plus de 2 millions de voix à rattraper. Ça va être difficile au deuxième tour. Ouais, même avec le troisième homme dont on parle beaucoup aujourd'hui, il a fait 5%. C'est un ultranationaliste et ça, il s'appelle Sinan Oğan. C'est ça. Un ultranationaliste qui a fait campagne sur le thème de l'expulsion
des réfugiés syriens, une expulsion qu'il envisage comme, même s'ils ne sont pas volontaires, ce qui est tout à fait improbable, parce que quand même en Turquie, on peut rappeler qu'il y a 3 600 000 réfugiés syriens, dont à peu près 1 million d'enfants qui sont nés en Turquie, donc qui ne parlent que, enfin, qui parlent beaucoup plus le turc que l'arabe, par exemple. Et donc ça sera très difficile et on ne peut pas quand même expulser des gens de façon forcée. Le HCR est là-bas, l'ONU est là-bas, donc tout ça va être très... Mais voilà. lui, le report de voix là, sur les voix de cet homme, elles vont se reporter automatiquement sur Recep Tayyip Erdogan? Alors, parce qu'on le dit anti-kurde, ultranationaliste. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'il est anti-kurde, en effet, violemment anti-kurde. À ses yeux, les Kurdes ne doivent pas avoir de représentation politique. Donc il a clairement dit dès ce matin qu'il donnerait ses voix à Kılıçdaroğlu, le rival d'Erdogan, si Kılıçdaroğlu acceptait de renoncer à son alliance avec le HDP pro-kurde. Ouais. Et il faudrait aussi que toutes les voix qui ont été données à ce monsieur, soit 2 700 000 voix, se reportent sur Kılıçdaroğlu pour faire la différence. C'est loin d'être assuré. C'est loin d'être assuré. Guillaume Villadier, notre envoyé spécial à Istanbul. Guillaume, vous l'avez esquissé tout à l'heure à la fin de votre première réponse. Vous nous avez parlé des séismes que vous avez couverts pour TV5 Monde. Vous êtes retourné il y a quelques jours, en tout cas récemment, 2 mois après la catastrophe. C'est vrai que vous l'avez dit, on a beaucoup entendu dire que Recep Tayyip Erdogan allait, ou en tout cas risquait de payer dans les urnes sa mauvaise gestion, en tout cas sa gestion très décriée de la catastrophe. Visiblement, il n'y a pas eu d'impact séisme. Non, effectivement, il y a un mois, nous étions allés dans les zones sinistrées par le séisme, notamment voir si les gens étaient toujours en colère. Vous savez, il y a eu les premiers jours énormément de mécontentement, les secours sont arrivés très tard, et puis il y a eu aussi le début de ces polémiques, de ces constructions qui s'étaient abattues comme des châteaux de cartes, et beaucoup de polémiques autour de l'industrie du bâtiment, de la corruption et des largesses, voilà, qui pouvaient se répercuter sur les élections et notamment sur le camp du président Erdogan. Et finalement, nous, on avait déjà constaté ça quand on est venu dans les zones sinistrées par le séisme. Le président semblait avoir inversé la tendance en passant la vitesse supérieure, en construisant de larges villes provisoires avec des conteneurs, en promettant qu'il allait reconstruire toutes les villes dévastées en un an. Et puis, contrairement à ce qu'on pensait, eh bien oui, il a inversé la tendance et dans ces villes, il n'a quasiment perdu aucune voix. Il fait plus de 60% à Malatya, à Adiyaman, à Osmaniye, même dans la ville de Kahramanmaraş, qui est vrai, un des fiefs du président Erdogan, il fait 71%. Même à Hatay, où on pensait vraiment que le président allait vraiment ne pas avoir beaucoup de voix, eh bien, il est au coude à coude avec le... Non, je crois que même les résultats ont changé. Il est majoritaire. Il a battu aussi Kemal Kılıçdaroğlu à Hatay. Donc finalement, le séisme, les conséquences du séisme ne semblent pas avoir eu beaucoup d'impact sur le résultat de cette élection. Alors justement, Marie Gégaud, vous acquiescez à ce que disait Guillaume Villadier un instant. Ça vous surprend ou pour vous, au fond, vous dites que là, le fait qu'il n'y ait pas d'impact séisme, c'est, on peut dire, le côté emblématique de cette machine électorale impressionnante à gagner, qu'a bâti l'AKP en Turquie, notamment le président Erdogan? Oui, on peut dire ça. C'est en effet extrêmement étonnant. Le président Erdogan apparaît comme s'il était en téflon. C'est-à-dire que ni la crise économique, qui pourtant est là, avec une inflation très très forte, 44% en avril, 85% à la fin de l'année dernière, et même les causes du tremblement de terre qui ont quand même, enfin on a bien entendu les critiques adressées au pouvoir par les sinistrés, et bien tout ça n'a eu aucun effet. Par exemple, la région d'Antioche, donc le Hatay, où la ville s'est complètement écroulée, et l'aéroport qui avait été inauguré en 2007 par Erdogan, alors que les architectes locaux lui avaient dit que c'était une mauvaise idée, c'était pas loin de la faille, c'était un terrain sablonneux, voilà, bon, ils l'ont fait. Il s'est aplati comme une crêpe. C'est pourquoi il n'y a pas pu avoir de secours, parce qu'on ne pouvait pas atterrir dans cette région. Eh bien, cette région, aux législatives, son parti a perdu 45 000 voix seulement par rapport aux dernières législatives de 2018. Donc, c'est très peu. Donc là, il y a quelque chose que nous, on a du mal à comprendre. Oui, justement, comment il peut être autant critiqué et à la fois parce que je pense que c'est les effets du clientélisme. C'est-à-dire que non seulement il a promis de reconstruire, mais probablement ses militants sont peut-être allés voir les gens, frapper à leur porte. Ouais. Ils ont fait ça, c'était quand on dit machine à gagner, c'est pas juste le jour du vote, c'est aussi tout le travail qui est en amont. D'ailleurs, juste à ce sujet, une petite digression, vous dites, c'est impressionnant dans le direct du Monde, des lecteurs, des lectrices vous posent des questions, et vous, à un moment donné, vous dites, entre le 1er avril et le 11 mai,
sur la chaîne publique TRT en Turquie, temps de parole de Recep Tayyip Erdogan, 48 heures, temps de parole de son adversaire, Kemal Kılıçdaroğlu, 32 minutes. Oui, évidemment, ça dit tout, parce qu'en effet, le président Erdogan contrôle 95% des médias, surtout les télévisions. Donc les gens dans les endroits reculés, les ruraux, ils ne regardent que ça. 48 heures. Ah oui, oui. Ça fait 24 et 24. Bien sûr. Ça fait 2 jours, et l'autre, c'est une demi-heure. Donc là, entre les deux tours, ça va se passer comment? Ça va être du même acabit, hein, c'est-à-dire qu'ils vont, tant qu'il l'AKP, son parti et lui-même, tant qu'ils vont pouvoir, ils vont essayer de clore le bec de l'opposition. Et par ailleurs, on peut dire que probablement que sa rhétorique extrêmement agressive à l'endroit de Kemal Kılıçdaroğlu, le stigmatisant en tant qu'Alevi, hein, qui est une minorité, une branche minoritaire de l'islam, mal vue traditionnellement par les sunnites en Turquie, c'est en majorité des sunnites. Donc il a joué de ça, il a joué du fait que Kılıçdaroğlu est non seulement alevi, mais en plus il est kurde d'origine. Et le côté nationalisme, l'aspect religieux, on a souvent défini l'AKP comme un parti islamo-conservateur. Est-ce que l'islam, est-ce que la partie religieuse, est-ce que Recep Tayyip Erdogan continue de surfer dessus, alors que la Turquie, rappelons-le, est un État laïque? Oui, bien sûr, il continue de surfer là-dessus. Il n'a pas fini de surfer parce que s'il est élu au second tour le 28 mai, ensuite c'est lui qui sera à la tête de la Turquie lorsque on va fêter le centenaire de la République le 29 octobre. Ouais. Et là, lui, il est tout prêt, et il est tout prêt à fouler au pied la Première République, donc celle de Kemal. Alors j'allais vous dire justement, on va faire les deux scénarios, si l'un ou l'autre l'emporte. Vous nous dites ce soir que si Recep Tayyip Erdogan est réélu pour un 3e mandat, il va y avoir une fuite en avant et la laïcité en Turquie serait menacée? Oui, je pense que très clairement, son projet, c'est de faire vraiment de la Turquie... D'abord, il veut une deuxième république, hein, il veut quand même enterrer l'héritage d'Atatürk, qu'il a pu d'ailleurs par le passé traiter d'alcoolique, comme il a traité Kılıçdaroğlu d'alcoolique. On voit que c'est une allusion religieuse. Qu'est-ce que ça changerait concrètement, deuxième république? Parce que pour le commun des mortels, entre première et deuxième... Il veut laisser sa marque. Donc il veut... La marque, c'est surtout lui, c'est la laïcité. Il a été élevé dans un milieu extrêmement religieux qui était profondément anti-kémaliste. Donc lui, il veut... Évidemment, il ne peut pas dire ouvertement qu'il est anti-Atatürk. Personne ne peut être anti-Atatürk en Turquie. Mais son projet, c'est bien ça. C'est de laisser sa marque dans l'histoire et de changer en profondeur la Turquie culturellement aussi. Ouais, Kemal Kılıçdaroğlu, lui, s'il l'emporte, de toute façon, est-ce qu'il pourra gouverner vraiment alors qu'il n'y a qu'une assemblée, hein, il n'y a pas une assemblée nationale et un Sénat, c'est monocaméral, comme on dit, 600 députés, il y en a à peu près 330 aujourd'hui acquis à la cause du président Erdogan. Aura-t-il les mains libres pour gouverner? Alors, d'une certaine façon, oui, puisque depuis la réforme constitutionnelle adoptée par référendum en 2017, la Turquie n'est plus une république parlementaire. Donc c'est Erdogan qui gouverne par décret présidentiel, et vraiment l'Assemblée n'est plus qu'une chambre d'enregistrement. Ouais. Mais à la fois, oui, c'est compliqué parce que psychologiquement, vous voyez, les électeurs, ils se disent, bon, l'AKP domine l'Assemblée, est-ce que vraiment ils vont avoir envie de voter pour Kılıçdaroğlu? Ils vont se dire, ben, ça va être la bagarre, ça va pas marcher. Voilà, donc le fait que Erdogan ait une victoire aussi aux législatives, ça rajoute à ses chances de succès au second tour le 28 mai. La Turquie, on en parle là en termes de politique intérieure, mais c'est un pilier des relations internationales qui est à la fois dans l'OTAN, mais qui un coup va être crispé avec la Russie, un autre coup va être crispé avec les États-Unis. C'est compliqué avec certains pays du monde arabe. Vous avez évoqué notamment les réfugiés syriens. Si Recep Tayyip Erdogan l'emporte, est-ce qu'il pourra asseoir son assise et jouer encore plus le rôle de médiateur et faire, comme certains de ses détracteurs le disent, la pluie et le beau temps? En agitant la carte des migrants avec l'Union européenne. Je ne sais pas, oui, il va certainement continuer dans cette politique étrangère agressive et assez erratique, parce que finalement, il change au gré de ce qu'il dit être les intérêts de la Turquie. Alors que la Turquie, qui a une centralité géographique, soit bien avec la Russie, par exemple, ou avec le Moyen-Orient, c'est tout à fait normal. Et puis que la Turquie ait des intérêts nationaux, c'est tout à fait normal. Le problème, ce sont les relations très très clivées avec l'Occident, donc l'Europe, les États-Unis et l'OTAN, donc ce rôle de partenaire
peu fiable, puisque la Turquie a acquis un système de missiles antiaériens russe, ce qui est complètement aberrant, parce que si vous avez une défense aérienne, la moitié de la défense aérienne est de l'OTAN et l'autre vient de Russie. Or, ce système de défense russe, il est fait justement pour abattre les avions de l'OTAN. Donc, il n'y a pas d'homogénéité. Or, une défense antiaérienne, il faut qu'elle soit homogène. Oui, c'est ça. Donc, c'était un petit peu un coup de menton, ça, de la part d'Erdogan. Donc, il est coutumier des coups de menton. Et ça, c'est peut-être pas très bon, d'autant qu'il est très, très agressif et militairement aussi très agressif. Et d'ailleurs, dans sa stratégie de campagne électorale, comme il ne pouvait pas parler de l'économie, puisque l'économie, c'est quand même là, c'est plus sa carte maîtresse, hein, la Turquie est en crise. Donc, il a mis en avant la grande puissance. Il a fait, par exemple, amarrer le Anadolu, qui est un porte-aéronef dans le Bosphore. Et puis, les gens pouvaient venir le visiter gratuitement. Donc, il y avait 5 heures de queue. Tout le monde se pressait là-bas. La grandeur, etc. Là, on disait aux gens, mais quand même, vous voyez bien que votre porte-monnaie, etc., ça ne va pas. Ah, ça fait rien. Et le pire, c'est qu'ils étaient persuadés que ce porte-aéronef était une création 100% turque, alors ça a été fait par des ingénieurs espagnols selon des plans espagnols. Merci beaucoup Marie Gégaud pour votre éclairage et pour ce genre d'anecdote que vous êtes venu nous raconter ce soir. Guillaume Villadier en direct d'Istanbul avec à la caméra Camille Balland. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On voit le soleil qui commence à se coucher sur les rives du Bosphore. Guillaume, on continuera à suivre avec vous la suite de ces scrutins.